Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Ce soir, la rédaction accueille Didier Leroy, éducateur de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, également délégué syndical CGT. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors, manque de moyens, conditions de travail difficiles, vous cessez de répéter ces propos et pour l'heure, rien n'est fait. Vous avez l'impression de ne pas être entendu. Vous avez lancé une grève, donc nous en parlerons avec vous tout à l'heure dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 29 mai. Ce matin, lors d'une réunion exceptionnelle, les actionnaires de la CIM ont désigné un nouveau directeur par intérim. Mahmoud Aziari a refusé de prolonger sa mission pour 6 mois. C'est donc l'actuel directeur financier Ahmed Ali Mondroha qui assurera la charge. Explication dans notre journal. La semaine des voisins est une fête planétaire qui a pour objectif de booster le vivre ensemble. Plus de 8 millions de Français y participent. Mais qu'en est-il à Mayotte ? Nous avons suivi des voisins pour qui cette fête est quotidienne. Le RCM va une nouvelle fois représenter Mayotte à l'échelle de l'océan Indien. Après 11 titres de champion dans le 101e département, les joueurs se sont envolés pour Madagascar afin de remporter un 4e titre en 4 participations. Reportage à la fin de notre édition. Après avoir décidé du non-renouvellement de Mahmoud Aziari à quelques jours à la tête de la CIM, le conseil d'administration s'est réuni ce matin. Au programme notamment la validation des comptes, mais les membres du conseil de l'Assemblée devaient également décider de la succession de l'ex-directeur. Davantage de précisions dans ce reportage dont les images sont signées Shakila Issouf et Leslie Vimné. Un directeur général par intérim pour succéder à Mahmoud Aziari. Voilà ce que l'on retiendra du conseil d'administration qui s'est tenu ce matin à la CIM. Et c'est à Ahmed Ali Mondroha, directeur général des finances de l'établissement, que revient désormais la tâche de diriger la société immobilière de Mayotte. Ça a été un honneur pour moi déjà que le conseil d'administration de la société m'ait accordé cette confiance. Maintenant, je prends la mesure de la tâche. C'est beaucoup de travail. J'ai été un collaborateur du l'ancien directeur général pendant toutes ces années, donc je sais la mesure de la tâche. Un poste qu'il occupera pendant les 6 mois à venir, une période durant laquelle les membres du conseil d'administration vont pouvoir s'organiser afin de recruter un nouveau directeur général. Ça veut dire que ça nous laisse le temps de faire notre appel à candidature, quelle que soit la manière dont on va le faire. Là, la manière, on a prévu de prendre un cabinet, donc ça va être aussi entre autres le travail de notre directeur général par intérim, d'embaucher un directeur général. Et puis, pendant son intérim aussi, on va faire une commission, donc toujours pour ce recrutement. Pourtant, il semblerait qu'avant de se retourner vers Ahmed Ali Mondroha, les actionnaires ont proposé à Mahmoud Aziari de prolonger sa mission. Une proposition que plus d'un aurait sûrement acceptée, mais pour le principal intéressé, pas question de revenir sur ses pas, bien au contraire. Pour lui, son départ était voulu et pour des raisons qu'il a bien l'intention de dévoiler. Ça a été des années très très difficiles. Tout le monde sait que j'ai été assez bousculé. J'ai jamais eu vraiment de repos ici. Je plaisante tout le temps, mais je plaisante à peine en disant que j'ai passé 2 tiers de mon temps à lutter contre le blocage et seulement 1 tiers de mon temps à avancer. Si j'avais été dans une situation normale, probablement la CIM aurait fait un bon 3 fois plus que celui qu'on est arrivé à faire. Et toute cette histoire qui n'est pas forcément fausse, que mon éviction était aussi un règlement de compte. Ça c'est vrai, ça l'est. Et je pense que je le démontrerai dans les semaines à venir. Décidément, l'affaire Mahmoud Aziari n'a pas fini de faire parler d'elle, mais avant d'en connaître le véritable dénouement, il faudra se contenter de ces quelques indices semés dans les messages rédigés dans la langue de Shakespeare que l'ex-directeur de la CIM a adressés à ses anciens collaborateurs. Alors maintenant, qu'on prenne qui voudra. Après une semaine de conflit, les salariés de la SMAE ont mis fin à la grève hier soir. Reçu au SIAM à 14h30, un protocole de sortie de conflit a été signé suite à l'intervention du président du syndicat des eaux, Moussa Mohamed Bavi. Les représentants syndicaux ont obtenu de grandes avancées et ont repris le travail ce matin, satisfaits d'avoir été entendus. Explication signée Pierre Bellucci et Abbas Alidi.
Une bonne chose de faite, les salariés de la SMAE ont obtenu gain de cause hier soir après 3 jours d'âpres négociations. Le conflit a pris fin et les syndicats se félicitent d'avoir réussi à se faire entendre. Je voulais déjà féliciter à tous ceux qui ont donné, qui ont œuvré, je veux dire les 2 syndicats de la SMAE, SISMA CFDT et nous, FO. Donc ainsi les salariés qui ont œuvré durant les 72 heures passées à œuvrer pour avoir gain de cause au jour d'aujourd'hui. À 98% de nos revendications ont été actées. Ouverture des candidatures pour le poste vacant de responsable branchement, ouverture des formations en interne, mise à disposition de tickets restaurants, billets d'avion offerts pour la métropole ou encore prime de risque contre les chocs électriques et les produits chimiques dans les stations. Telles sont les avancées obtenues par les salariés et le président du SIAM n'y est pas étranger. C'est important pour Mayotte parce qu'il y a énormément de grèves. Si on peut négocier, moi je suis venu en tant qu'intermédiaire parce que c'est vrai que nous, on est les responsables de l'eau, mais on a laissé la délégation à la SMAE, ce qui fait que moi en tant que responsable de l'eau, j'étais obligé de faire l'intermédiaire pour trouver une solution adaptée à la situation qui me semblait être compliquée à l'avenir. Aujourd'hui, les salariés ont repris le travail, l'esprit libéré et avec le sentiment d'être enfin traités comme leurs homologues métropolitains ou réunionnais, conflit résolu. Le 12 juin prochain, le Premier ministre Manuel Valls sera en visite à Mayotte. L'annonce de sa venue fait suite aux propos du sénateur Abdourahmane Soilihi qui l'a interpellé sur l'insécurité grandissante à Mayotte. Manuel Valls sera pour l'occasion l'invité d'un temps de parole spécial Premier ministre diffusé sur nos antennes. Mais avant cela, nous sommes partis à la rencontre de la population afin de comprendre ce qu'attendent les Mahorais de la venue du chef du gouvernement français. Pour le moins que l'on puisse dire, c'est que sa venue ne laisse pas indifférentes les personnes interrogées. On les écoute. Ce que j'attends du ministre, c'est qu'il jette un coup d'œil sur l'ensemble de Mayotte, qu'il vérifie un petit peu l'éducation nationale qui est en porte-à-faux, voire faible. Il n'y a rien qui suit. Les élèves ont du mal donc à suivre, notamment au niveau du rythme scolaire qui veut être imposé. Et puis aussi les cantines, donc à revoir tout ça. Donc, moi, ce que j'attends de monsieur Valls, qu'il y ait un dialogue direct surtout avec les acteurs, que ce soit de la formation professionnelle, du centre universitaire et bien sûr du MEDEF pour que les choses bougent à Mayotte. Qu'on change le système de l'immigration clandestine. Aussi la délinquance, ouais. Il y a les gens là, les enfants délaissés, oui, ça aussi. Didier Leroy, vous êtes éducateur à la PJJ et également délégué syndical CGT. À la venue du Premier ministre, vous l'attendez également avec beaucoup d'impatience? On l'attend, oui, certes, depuis longtemps, puisque nous sommes une branche du ministère de la Justice. Donc, Madame Taubira est déjà venue, a déjà entendu nos revendications. Pardon, excusez-moi, j'ai pas l'habitude de micro. Est déjà venue. Donc, nous avons eu affaire à sa chef de cabinet. Nous avons déjà fait état de nos revendications et surtout de nos craintes sur Mayotte aux horizons futurs. Nous avons espéré être entendus, apparemment c'est toujours pas fait, donc là évidemment avec la venue de M. Valls et le mouvement que nous avons lancé, en fait nous avons reçu pas plus tard que ce matin une invitation par le sous-préfet pour préparer la venue de M. Valls et nous convions à une réunion avec lui ou son chef de cabinet pour expliquer pour expliquer qu'aussi les personnels du ministère de la Justice sont aussi en difficulté comme les autres à tous les niveaux, hein, puisqu'on le voit bien sur Mayotte, il y a des problèmes politiques, économiques, sociaux. Tous ces gens-là vont essayer de le rencontrer, ce ne sera pas facile parce que nous sommes une petite administration, hein, il faut rappeler quand même à tous vos auditeurs et aux gens qui nous regardent que nous sommes moins de 50 quand même sur l'île, mais que voilà, l'année dernière, nous sommes quand même occupés de 540 enfants sur le territoire, donc 540 enfants confiés
par le juge des enfants, le procureur de la justice ou le juge d'instruction. Donc c'est quand même pas rien. Évidemment, nous, la justice des mineurs, puisque nous y travaillons, nous en sommes salariés, donc forcément ça ne peut que nous intéresser de rencontrer M. Valls. Merci beaucoup Didier Leroy. Et en ce qui concerne cette venue de Manuel Valls, le député Boinali Saïd, présent ce matin dans la matinale de Kwezi, s'insurge contre la non-venue du Premier ministre à Mtsamboro, une commune où l'immigration pose problème. Il en a profité pour dénoncer l'inactivité de l'État sur la question des Comores et sur la délinquance. Il était ce matin au micro de Patrick Millan. Et je regrette aujourd'hui que, je le dis, l'administration de l'État ne prend pas la mesure des difficultés économiques et sociales, des difficultés de la sécurité et surtout de l'interprétation de la place de Mayotte dans la région. Nous avons une diplomatie défaillante vis-à-vis des Comores, qui est dans un état de déliquescence. Nous avons la responsabilité, je dis nous, gouvernement, nous, État, n'avons pas la mesure de l'organisation de cette société d'un côté pour que par la suite, nous rentrions dans une coopération normale. Le basket club de Mtsapéré s'entraîne depuis 7 mois maintenant sur un plateau délabré et sans électricité. Le club compte 130 licenciés et au vu de son palmarès, le staff ne comprend pas pourquoi les services publics n'agissent pas pour rénover la structure. Ils en appellent au conseil départemental et à la mairie pour leur apporter une solution, ne serait-ce provisoire. Reportage Shakila Essouf et Leslie Vimné. L'envie de jouer et le besoin de se préparer est ce qu'il y a de plus fort pour ces sportifs. Pourtant, ces derniers jours, 3 joueurs se sont blessés en raison d'absence d'éclairage. Mais à l'approche de la nouvelle saison, la coach explique que son équipe doit s'entraîner à tout prix. On n'a pas trop le choix, on est obligé de s'entraîner parce que la saison n'est pas finie. On prépare des coupes, on prépare des championnats. Donc on est obligé de faire avec, en espérant que personne ne se blesse dans ce noir. Plusieurs démarches administratives ont été effectuées. Le collectif espère obtenir une réponse rapide et pour le moment, seuls les services de la mairie semblent en proie à agir pour changer les paniers et fournir de la lumière. Pour le reste du plateau et notamment les murs qui s'effondrent, pas de solution en vue puisqu'au niveau du conseil départemental, le silence est de mise. Alors qu'un projet de rénovation était antérieurement prévu, la seule solution du collectif pourrait être de bloquer le rond-point du Baobab pour se faire entendre. On leur a juste demandé de nous rencontrer et de nous expliquer l'état dans lequel se trouve le dossier pour le réaménagement ou la reconstruction de ce plateau. Aujourd'hui, si on ne se fait pas entendre, on va exercer notre pouvoir de manifestation. On n'a pas encore décidé de quelle sorte sera cette manifestation, mais on va exercer notre droit à manifester pour faire entendre notre voix, pas que sur le territoire de Mayotte, mais le faire entendre dans l'ensemble de la force métropolitaine et sur tous les territoires où on a montré que le club de basket de BCM est présent. Depuis de longs mois, les clubs qui s'entraînent sur ce plateau attendent que les rénovations soient entamées. Mais une fois encore, le dialogue social pourrait très rapidement devenir conflictuel, faute d'action des autorités. Depuis mardi, la protection judiciaire de la jeunesse est de nouveau en grève. Il y a 3 semaines, ils avaient lancé un premier mouvement. Hier, les éducateurs s'étaient rendus au tribunal pour prévenir la juge qu'ils ne participeraient pas aux audiences. Il semblerait que les promesses formulées il y a quelque temps par le ministère de la Justice n'ont pas été tenues. Didier Leroy, je me tourne une nouvelle fois vers vous. Alors, des conditions difficiles de travail et des indemnités qui ne sont pas payées. Qu'est-ce qui se passe réellement? Quelles sont vos revendications? Pourquoi aujourd'hui vous manifestez? En fait, c'est assez simple. Nous avons demandé, comme je vous ai dit tout à l'heure, à Mme Taubira, quand elle est venue, de s'intéresser au plus près. Elle l'a fait puisque vous étiez présent. Elle est venue voir ce que faisaient les jeunes. Ils ont construit un bateau, etc. Donc tout ça, c'est ce que j'appelle la vitrine. Mais au-delà de tout ça, nous sommes, comme toutes les administrations ici à Mayotte, en souffrance. Pourquoi? Parce que les gens, pour l'instant, sont sous un statut pas précaire, mais disons intermédiaire. Donc on ne sait pas sous quel décret nous sommes gérés, on ne sait pas sous quel décret on sera au futur, etc., etc. Donc forcément ça... Beaucoup de flou pour vous qui vous inquiète? Il y a beaucoup de flou. Donc en fait le souci qui se pose, comme dans toutes les administrations, c'est que les éducateurs métropolitains titulaires ne veulent pas venir. Donc nous, et cette année, il y aura beaucoup de départs. Donc nous avons recours
à des contractuels, mais des contractuels qu'on a beaucoup de mal à recruter pour la simple et bonne raison que la PJJ forme elle-même ses éducateurs. En France, il faut savoir qu'il faut quand même obtenir un bac plus 2, qu'après obtenir ce bac plus 2, après avoir obtenu ce bac plus 2, on a 2 ans d'école. En alternance, de stage, etc., etc. Donc oui, on recrute des éducateurs spécialisés et on en est aujourd'hui à payer les billets d'avion à des jeunes qui sont recrutés en métropole pour venir ici à Mayotte travailler. Parce qu'on n'arrive pas à trouver de jeunes Mahorais diplômés. Là, tant mieux, cette année, il y a eu beaucoup de candidats au concours, mais malheureusement, aucun reçu. Donc on n'en est qu'au balbutiement de l'intérêt de notre petite administration, on le dit encore, et c'est un peu dommage que ce soit le Festival de Cannes qui dit comment dirais-je, il y a un film qui a été mis à l'affiche pour ouvrir le Festival de Cannes. Ah tiens, il y a la PJ qui existe. C'est un peu dommage que notre administration ne fasse pas plus de publicité pour recruter des gens efficients. Et donc, de cela, de tous ces décrets-là, découle un certain nombre de droits, un certain nombre d'indemnités, que nous avons fait remonter que ces indemnités n'étaient pas versées, donc ça fait plus d'1 an. Donc aujourd'hui la coupe est pleine, donc c'est vrai que depuis mardi nous avons enclenché un mouvement, et je le dis encore une fois, unitaire avec les contractuels, parce que le plus souvent, quand vous avez une administration, souvent ce que c'est de faire l'administration, c'est de mettre à dos les contractuels et les titulaires. Pourquoi? C'est la simple bonne raison que souvent on leur fait la réponse que si vous êtes titulaire, messieurs, dames, il faut passer le concours. Nous, on n'en est pas là parce que, j'allais dire, on est dans le même bateau. Oui, on est dans le même bateau parce que ce sont des gens qui sont très motivés, qui ont des jeunes en phase 2 pris en charge par le juge des enfants. On ne peut pas faire n'importe quoi. Justement, parlant de ce public des jeunes délinquants, Oui. alors, à quel moment vous intervenez? C'est des jeunes qui sont déjà passés devant la justice ou qui vont passer. Quelle est votre mission très exactement? Alors voilà, c'est très important de le dire, et je vous remercie de me poser la question parce que certains nombres de personnes ne connaissent pas. Et nous n'intervenons effectivement qu'à partir du moment où il y a une procédure judiciaire de lancer. On ne peut pas, notre administration ne peut pas s'occuper des jeunes qui traînent dans les rues. Nous ne sommes pas éducateurs de rue. On ne peut pas s'occuper des jeunes qui n'ont pas de parents. Ça relève du rôle du conseil général. Nous intervenons qu'à partir du moment où il y a une infraction, d'accord, une plainte, donc il faut aller porter plainte au commissariat. À partir de ce moment-là, le procureur qui a l'opportunité ici à Mayotte de poursuivre, ou non, a 2 solutions. Soit il poursuit, à ce moment-là, les faits sont suffisamment graves, et on l'a encore vu avec le caillassage, par exemple, dernièrement, d'une voiture de gendarmerie. Donc les faits sont suffisamment graves. Là, à ce moment-là, on passe directement au juge d'instruction. Il faut rappeler aux gens de Mayotte qu'un enfant de plus de 13 ans risque d'aller en prison. Même avant d'être jugé. Tant qu'il est mineur, il ne craint rien. C'est absolument faux. À partir du moment où il y a une procédure judiciaire, il passe devant le juge d'instruction si les faits sont qualifiés de criminels par le procureur, d'accord ? Si les faits sont correctionnels, c'est-à-dire les délits, les vols, etc., à ce moment-là, il relèvera de la compétence du juge des enfants. Et si nous, le procureur nous envoie des enfants qui sont convoqués devant nous pour lui dire ou non si ce jeune-là est capable de réparer sa faute tout de suite, et à ce moment-là, il ne passera pas devant le tribunal, et le juge et le procureur, si l'enfant vient avec nous, puisque c'est aussi une des missions que nous avons, et fait ce qu'on lui demande, par exemple, aller nettoyer une plage à Tsamboro, par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, on intervient, nous sommes compétents sur toute l'île, auprès de différents partenaires qui nous aident au quotidien. Il faut aussi le souligner, il y a des professionnels qui sont prêts à nous faire confiance, et les gamins, on les suit du matin jusqu'au soir, soit dans leur famille, soit dans le foyer Tama qui est entièrement, et je le rappelle ici, c'est important aussi de le dire, financé par la justice. L'association Tama, on entend Tama, mais il faut le rappeler qu'il n'y a pas 1 euro dépensé au foyer de Tama qui ne vient de la poche des Mahorais, entre guillemets. C'est l'État qui paye le foyer de Sarano, et nous avons aussi, là encore je le remercie, en fait des familles d'accueil qui nous aident à prendre en charge les enfants. Nous leur confions les enfants le soir pour le gîte et le couvert, et nous occupons des enfants toute la journée. Alors, vous avez fait passer un communiqué qui date d'aujourd'hui dans lequel vous avez l'impression que la jeunesse n'est pas une priorité pour l'État. Quand on voit les difficultés qu'on a sur le terrain pour trouver les familles,
C'est pour ça que grâce à une petite manipulation des textes, du moins, voilà, on a pu recruter des traducteurs qui viennent tous les jours avec nous, qui sont auprès des familles. On va dans les familles, dans les bangas, on se promène partout dans Mayotte pour trouver ces jeunes-là, les familles, etc. On les retrouve, et à ce moment-là, oui, on peut dire qu'on est seul, parce que si on n'a pas la PJ Mamoudzou, la PJ Mayotte n'existe pas, ce qui n'est absolument pas le cas dans les autres départements de France. Quand vous avez le département limitrophe qui est La Réunion, vous avez des services à Saint-Denis, des services à Saint-Paul, des services à Saint-Pierre. Ils sont 3 ou 4 services à représenter la PJJ de La Réunion. Nous sommes le seul service ici à Kaweni de la PJ Mayotte. Donc si effectivement on ne nous donne pas les moyens de travailler sereinement, c'est-à-dire payer ce qu'on doit aux contractuels. Aujourd'hui, nous avons 14 contractuels, puisqu'on n'a pas de titulaire, 14 contractuels qui n'ont pas les mêmes contrats à la base, qui n'ont pas les mêmes contrats en cours. Et là, maintenant, enfin, et comme par hasard, quand on dit qu'on vient à la télé, quand on dit qu'on vient là, ça commence... on commence à avoir des solutions un peu plus précises, des calendriers précis de versement, de ce qu'on nous doit, tout simplement. Alors, en termes de résultats, qu'est-ce que ça représente la PJ? Combien de jeunes vous prenez en charge pour combien d'effectifs? Alors, je le rappelle, puisque j'ai dit déjà tout à l'heure, l'année dernière, 2014, nous avons pris en charge 540 jeunes. Sachant que là, au moment où je vous parle, il y a une centaine de dossiers qui nous attendent parce qu'on est en grève. D'accord ? Donc on est au quotidien, sous tension. Donc il faut bien évidemment, je ne parlerai pas des problèmes matériels puisqu'ils ont été résolus, nous avons des locaux tout neufs. Donc je vous invite à venir visiter, il n'y a aucun souci. En demandant l'autorisation de notre hiérarchie, nous avons des véhicules, nous avons les moyens matériels de travailler, mais par contre, au point de vue humain, nous n'arrivons pas à faire venir des jeunes Mahorais qui parfois font leur stage éducateur spécialisé à la PJJ, mais la tâche, ils la trouvent tellement énorme qu'ils se retournent vers Solidarité Mayotte ou qu'ils vont au Conseil Général parce qu'ils voient que on est dans un tonneau des Danaïdes parce que la délinquance, c'est tous les jours. Ben oui, c'est tous les jours. Y compris, et j'ai encore oublié de vous le dire et c'est très important, nous sommes aussi auprès des mineurs incarcérés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 15 mineurs sont dans la prison de Majicavo. Non, la justice répond à la délinquance. Mais encore faut-il que ces agents soient convenablement traités de façon à justement écarter ces problèmes matériels pour qu'on puisse se concentrer le plus possible sur les missions qui sont les nôtres, puisqu'on est tout seul au niveau du ministère de la Justice, pour aussi expliquer aux gens que les chiffres dans la France, et c'est dommage qu'on ne les connaisse pas, 80%, y compris, on compte Mayotte dedans, Mayotte et département, 80% des jeunes que nous prenons en charge ne récidivent pas. Merci beaucoup Didier Lerat. Je rappelle, vous êtes éducateur à la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, et vous êtes également délégué syndical CGT. Le 15e anniversaire de la fête des voisins est célébré partout dans les départements français. Sur le 101e département, si l'événement encore méconnu suscite des interrogations, il fait tout de même naître chez certains l'envie d'apprendre à mieux connaître le voisinage. Nous sommes allés à la rencontre de Shakila, résidente du quartier de Barakani à Mamoudzou. Pour elle et sa voisine, c'est tous les jours la fête des voisins. Elles passent souvent du temps ensemble et partagent même parfois leur repas. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné. Emprunter du sel, cuisiner, se raconter des petites histoires entre voisines. Voilà le quotidien de Shakila et son voisinage. Plus qu'une fête, mais une coutume, le voisin est roi à Mayotte. Si ces femmes ne connaissent pas ce qu'est la fête des voisins, elles projettent dans l'avenir de la célébrer. Ici, oui, ça dépend. J'ai 2-3 voisines auxquelles je me sens comme chez moi. En fait. C'est important parce qu'on se sert à pas mal de choses. Par exemple, aujourd'hui, j'ai envie de sortir. Il y a ma voisine qui se porte volontaire pour garder ma fille, vice-versa. Ou s'il me manque un truc chez moi, je vais chez la voisine. Au secours, Shakila, au secours, maman Laïna, Zali ou Margot, aide-moi. Des trucs comme ça. En fait, on s'entraide entre voisines. Mais en fait, la fête des voisins, qu'est-ce que c'est ? Alors, la fête des voisins, on n'en a jamais entendu parler de cette fête-là. Mais maintenant qu'on a entendu parler, on va essayer de se réunir entre voisines, avec les enfants et tout.
essayer de faire un petit grand volet quoi, pour s'amuser. La fête des voisins vise à rapprocher les individus habitants d'un même voisinage. Elle est organisée par les citoyens eux-mêmes et permet de développer la cordialité et la solidarité dans son milieu de vie. Pour Shakila, il est naturel de partager en toute convivialité son repas avec ses voisines et vice-versa. Au-delà de se rendre service, la fête du voisinage, si elle était célébrée à Mayotte, permettrait aux voisins de se rencontrer et d'apprendre à se connaître. C'est notre coutume, notre culture, donc on se voit souvent entre voisins, il te manque un peu de sel, tu rentres chez la voisine, s'il te plaît, tu peux me passer un peu de sel le temps que j'ai en acheté, ou voilà, du mataba ou autre chose. C'est quelque chose qui est en nous, chez les Mahorais, le voisinage, c'est quelque chose qui a toujours existé et que malgré que ça se perd petit à petit, on essaye quand même entre copines de se voir au maximum pour au moins garder cette partie de notre culture. L'idée de célébrer cette fête germe à présent dans la tête des Mahorais qui la connaissent. L'édition nationale aura lieu le 6 juin 2015. Nous fêterons alors la 10e édition québécoise de cette fête du mieux vivre ensemble. Ne reste plus qu'à la population de mettre en œuvre la première pierre de l'organisation de cette célébration actuellement fêtée dans les autres départements français. Le concours Talent Mahorais 2015 a été lancé au mois de février par la boutique de gestion de Mayotte qui accompagne et appuie celles et ceux qui créent les emplois et la richesse de demain. L'objectif du concours est de mettre en avant l'initiative des porteurs de projets afin de leur offrir une visibilité et d'attribuer des dotations aux vainqueurs. Le concours comprend 3 catégories, artisanat, services et dynamique rurale. Les candidats avaient jusqu'au 30 avril pour soumettre leur candidature. 47 ont postulé. Hier, un jury a présélectionné les futurs vainqueurs qui iront par la suite concourir au niveau national. Les résultats seront connus le 16 juin. L'une des chargées de mission à la BGE s'est exprimée sur le sujet. On l'écoute au micro d'Abbas Halidi. Nous, BGE, donc, il faut savoir qu'on est donc, des acteurs donc, de la création d'entreprises. Donc pour nous, quand on voit donc, des créateurs qui brillent même au niveau national, cela montre que voilà, à Mayotte, il y a des projets intéressants. Mais, et aussi, comme c'est reconnu au niveau donc, de la métropole, sachant qu'il y a 1500 candidatures au niveau national, ce n'est pas rien. Et on a des porteurs de projets, des jeunes et des moins jeunes, et des jeunes qui veulent aussi réussir. Donc cela montre que voilà, il y a des talents aussi à Mayotte. Déviation sur la route nationale 2 ce dimanche, mise en œuvre d'un programme d'action pour la préservation du littoral. C'est également dans l'actualité de ce vendredi 29 mai. Davantage de précisions avec Pierre Bellucci. La préfecture de Mayotte informe les usagers du réseau routier que la RN2 sera fermée à la circulation entre le carrefour du giratoire de Doujani et le carrefour dit Maïzio à Mtsapéré le dimanche 31 mai 2015 de 8h à midi, aux fins de réalisation par la société Bourbon Contrôle d'essais de freinage sur des véhicules lourds hors gabarit ne pouvant être contrôlés sur le banc de freinage du centre de contrôle technique poids lourds. Les usagers pourront emprunter un itinéraire de déviation qui sera mis en place dans les 2 sens de circulation sur l'ancien tracé de la RN2 entre le carrefour giratoire de Doujani et le carrefour dit Maïzio. Toute circulation, même à pied, sera strictement interdite sur la déviation de Mtsapéré durant toute la période des essais pour des raisons de sécurité. Samedi dernier, à Kaweni, plus de 1300 personnes ont participé à une marche afin de s'unir et d'aider la jeunesse en détresse. Les organisateurs ont soulevé une question complexe. Comment faire pour que la sérénité s'installe enfin à Kaweni? Dans un communiqué adressé aux médias, Julien Gauquelin, l'un des organisateurs, affirme que la marche n'était que le commencement des actions. Il affirme continuer ses démarches et avoir déposé une demande auprès du maire de Mamoudzou pour la mise à disposition d'un local. L'ancien foyer de Kaweni laissé à l'abandon serait visé par l'association. En effet, le président du collectif d'associations mahorais en appelle aux autorités pour continuer à faire bouger les choses, même s'il reste pessimiste quant à l'obtention d'une réponse favorable. Le Conservatoire du Littoral et le département de Mayotte organisent les 1er et 2 juin prochains le bilan de la gestion des sites du Conservatoire, assuré par le département. Ces travaux interviennent à la veille de la fin d'une convention confiant la gestion des sites du Conservatoire au département pour une durée de 9 ans.
Ces 2 journées associant leurs partenaires, les associations et usagers vont être consacrées à des réflexions et échanges en atelier et sur le terrain, dans une démarche qui se veut avant tout participative, afin de dégager des perspectives communes. De nombreuses actions et rencontres sont donc prévues durant ces 2 jours, afin d'agir efficacement en faveur de la préservation des rivages et du littoral mahorais. Et enfin, ce week-end, les rugbyman du Racing Club Mamoudzou défendront les couleurs de Mayotte lors de la Coupe de l'Océan Indien. Après avoir remporté leur 11e titre à Mayotte, le RCM affrontera des provinces malgaches ainsi que 2 équipes venues de la Réunion et de l'île Maurice. Lors de ses 3 précédentes participations à cette coupe, le club de Mamoudzou a toujours gagné. Ce matin, les joueurs se sont envolés pour Tana. Reportage Shakila Issouf et Pierre Bellucci et Leslie Vimné. 3 participations et 3 victoires, le RCM va une nouvelle fois tenter de remporter le titre suprême de l'océan Indien. Après leur victoire face aux Desperados lors de la finale mahoraise, les joueurs se sont préparés pour l'événement. Nous étions à la barge en début d'après-midi pour assister à leur départ pour Tana. On est déjà vaincu, on a été 2 fois là-bas, on a déjà gagné 2 fois, on espère une 3e. Après on verra, en tout cas on a gagné le championnat, c'est ce qui nous donne le droit d'aller là-bas contre une valeureuse équipe du DSP. Et on espère prendre du plaisir et vous donner du plaisir comme spectateur. Oui, impatient, on est parti là. Là, Qu'est-ce qui va faire la différence là? Notre enthousiasme, notre volonté. D'accord. Volonté Sportive, volonté humaine, toute l'ambiance qu'il y a. C'est d'être ensemble et de former un groupe pour aller gagner ce match à Madagascar. Tout simplement. Au-delà de la victoire, le président du RCM, Eric Landman, souhaite promouvoir son sport. Le rugby possède de nombreuses vertus susceptibles d'aider la jeunesse mahoraise à sortir de la rue tout en se défoulant. Car le rugby, c'est avant tout une école de la vie. L'objectif c'est de gagner, revenir avec le titre, mais ça c'est un objectif sportif. Le premier objectif c'est de faire parler du rugby, d'apporter, déjà de faire plaisir à tout un club, à des gamins. Il y a les seniors qui partent, mais c'est aussi un projet de club. On a nos petits de l'école du rugby qui nous regardent, les seniors, avec des grands yeux. Oui. Et ça c'est tout un projet sportif, social, surtout par les temps qui courent. On est très, très soucieux de cette affaire-là. A noter que la finale sera retransmise en direct sur Kwezi FM à partir de 11h ce dimanche, avec aux commentaires Charlie Poulet. Alors il ne nous reste plus qu'à leur souhaiter bonne chance en espérant qu'ils ramènent dans leur valise un nouveau trophée. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. À 19h35, vous retrouverez l'invité du temps de parole, le député Bonali Saïd. Il était ce matin au micro de Patrick Mian. N'oubliez pas non plus vos rendez-vous hebdomadaires avec l'info demain soir et dimanche soir à 19h dans les rendez-vous de l'info. Vous pouvez également voir et revoir l'actualité en continu sur notre site l'infokwezi.fr. Bonne soirée à vous sur KTV.